Le silence est le bruit le plus fort qui soit. On nous a toujours appris que la communication, c'est la parole. Que les mots sont les véhicules de nos émotions et que, logiquement, l'absence de mots signifie une absence de message. On se dit, il ne dit rien, donc il ne pense rien. Ou pire, elle ne répond pas, donc elle s'en fiche. Mais si je vous disais que c'est exactement l'inverse? Si je vous disais que le silence n'est pas un vide, mais un plein? Qu'il s'agit d'une fréquence radio ultra haute que votre conscience a du mal à capter, mais que votre inconscient, lui, reçoit 5 sur 5? Le silence n'est pas passif. C'est une action. C'est une activité neuronale intense, parfois violente, qui transmet des informations bien plus brutales et honnêtes que n'importe quel discours bien rodé. Nous vivons dans une illusion collective qui nous fait croire que le silence est neutre. C'est faux. Biologiquement, neurologiquement, le silence est tout sauf neutre. C'est une matière vivante, et c'est souvent là, dans les blancs, dans les pauses, dans les SMS laissés sans réponse, que la véritable relation se joue. Vous le connaissez, ce vertige, n'est-ce pas? Cette sensation physique, presque une brûlure, quand le silence s'installe là où vous attendiez une connexion. Vous envoyez un message important, un message où vous vous dévoilez un peu, et rien. Les heures passent. Vous voyez les 3 petits points apparaître, puis disparaître. Et le silence retombe. Ce n'est pas juste de l'impatience. C'est une angoisse qui part du ventre et qui remonte jusqu'à la gorge. C'est comme si on vous coupait l'oxygène. Dans ce silence, votre esprit se met à courir. Vous commencez à scénariser le pire. J'ai dit une bêtise, il ne m'aime plus, je ne suis pas assez important. Vous vous sentez seul, terriblement seul, même au milieu d'une foule. C'est comme porter un manteau de plomb invisible. Vous marchez, vous travaillez, vous souriez. Mais à l'intérieur, vous êtes en train de geler. La société, avec sa positivité parfois toxique, nous dit de lâcher prise, de ne pas trop s'en faire. On nous répète que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Quel mensonge! Pour le cerveau humain, pas de nouvelles, c'est une alerte rouge. Pas de nouvelles, c'est le signal potentiel d'une exclusion du clan. Et pour nos ancêtres, l'exclusion signifiait la mort. Cette douleur que vous ressentez face au silence de l'autre, ce n'est pas de la faiblesse. C'est un héritage évolutif. C'est votre biologie qui crie au secours parce que le lien est coupé. Pour décoder cette mécanique invisible, il nous faut un guide. Quelqu'un qui a habité le silence bien avant de l'étudier. Boris Cyrulnik. Avant de devenir ce neuropsychiatre respecté, cette voix apaisante qui nous parle de résilience, il a été un enfant du silence. Un enfant caché. En 1944, à Bordeaux, alors qu'il n'a que 6 ans, il échappe à une rafle de la Gestapo. Ses parents sont déportés, il ne les reverra jamais. Lui, il survit en se cachant, parfois sous des lits, parfois dans des fermes, sous de faux noms. Il a dû apprendre à se taire pour ne pas mourir. Littéralement. Pour le petit Boris, le silence était un bouclier. Parler, c'était risquer la mort. Il a dû apprendre à lire le monde sans les mots, à décrypter les intentions des adultes dans un simple regard, dans une posture, dans un non-dit. Il est devenu éthologue, spécialiste du comportement animal et humain, parce qu'il devait comprendre ce qui se passait dans la tête des autres pour survivre. Il sait, mieux que quiconque, que le silence est une langue étrangère que nous devons apprendre à parler si nous voulons comprendre ce qui se passe réellement entre les êtres humains. Il nous enseigne que le silence n'est jamais un rien. C'est toujours un quelque chose qui a été empêché de sortir, ou qui a choisi de se déguiser. Alors, regardons ce qui se passe sous le capot, dans votre cerveau, quand vous êtes confronté à ce mur de silence. C'est fascinant et, disons-le, un peu effrayant. L'être humain est une espèce profondément sociale. Nous ne sommes pas faits pour être des individus isolés. Nous sommes faits pour être en interconnexion. Nos cerveaux sont câblés pour se synchroniser. Quand 2 personnes se parlent, leurs ondes cérébrales tendent à s'aligner. C'est ce qu'on appelle la synchronisation neuronale. Mais quand l'un se tait, quand l'autre refuse l'échange, cette boucle de rétroaction se brise. Et c'est là que le cerveau panique. Il faut comprendre le concept de l'erreur de prédiction. Votre cerveau est une machine à anticiper.
En permanence, il fait des hypothèses sur ce qui va se passer dans la seconde suivante. Si je vous souris, votre cerveau anticipe que je suis amical. Si je vous pose une question, il anticipe une réponse. Mais face au silence, face à un visage de marbre ou une absence de réaction, le cerveau rencontre une erreur majeure. Il n'arrive pas à prédire. C'est le noir total. Et pour le cerveau, l'incertitude est pire que la douleur physique. Entre une mauvaise nouvelle certaine et un silence incertain, le cerveau préfère souvent la mauvaise nouvelle, car au moins, il peut la traiter. Face au silence, l'amygdale, notre centre de la peur, s'active frénétiquement. Elle cherche une menace. Et comme elle ne reçoit pas d'informations de l'extérieur, elle va en fabriquer de l'intérieur. Elle va projeter vos peurs les plus profondes sur l'écran vide du silence de l'autre. C'est ici qu'intervient une découverte neurobiologique majeure qui change tout notre regard sur les relations humaines. On a longtemps cru que la communication commençait avec le langage, vers l'âge de 2 ans. C'est faux. La communication commence dès les premières secondes de vie, par le regard, le toucher, et surtout, par le rythme. Et ce rythme est régulé par une structure très spécifique dans notre cerveau, une zone qui ne supporte pas le vide et qui, lorsqu'elle est privée de retour, déclenche une réaction en chaîne dévastatrice, capable de nous faire douter de notre propre existence. Cette zone, c'est le cortex singulaire antérieur. C'est lui qui gère la douleur sociale. Et ce qu'il nous révèle sur la nature du silence est absolument bouleversant, car il nous prouve que le silence de l'autre n'est pas une absence de sentiment, mais souvent, un trop-plein ingérable qui a fait sauter les plombs. C'est pour cette raison précise que le silence fait mal physiquement. Quand vous êtes ignoré, quand vous faites face à un mur de pierre, votre cortex singulaire antérieur s'allume exactement de la même manière que si je vous donnais un coup de poing dans l'estomac. C'est fascinant et terrifiant. Pour votre cerveau, l'indifférence sociale est une violence physique. Il n'y a pas de différence neuronale entre « il ne m'aime pas » et « il me frappe ». C'est la première vérité brutale qu'il faut accepter pour sortir du brouillard. Vous ne souffrez pas parce que vous êtes trop sensible ou trop dépendant. Vous souffrez parce que votre biologie est programmée pour interpréter le silence comme une menace vitale. Mais allons plus loin, au-delà de votre douleur, pour explorer ce qui se passe de l'autre côté du mur. C'est ici qu'il faut déconstruire le mythe le plus tenace et le plus destructeur de nos relations. L'idée que le silence est un acte de mépris délibéré. On se dit, s'il ne parle pas, c'est qu'il s'en fout, c'est une stratégie pour me faire payer. C'est faux dans la grande majorité des cas. Boris Cyrulnik nous met en garde contre cette interprétation paranoïaque. Souvent, ce que vous prenez pour de la froideur est en réalité de la sidération. Imaginez un ordinateur qui plante parce que vous avez ouvert trop de fenêtres en même temps. L'écran fige. Est-ce que l'ordinateur vous méprise? Non. Il est en surcharge. Il est saturé. Chez l'être humain, ce phénomène a un nom scientifique. L'inondation émotionnelle. Quand une personne se tait lors d'un conflit ou d'un moment intense, ce n'est pas parce qu'elle ne ressent rien. C'est souvent parce qu'elle ressent trop. L'émotion est tellement forte qu'elle coupe le circuit entre l'amygdale, qui gère l'alerte, et l'aire de Broca, qui gère la parole. Le pont-levis est relevé. La personne est littéralement incapable de formuler une phrase cohérente. Elle est noyée dans un tsunami intérieur de honte, de peur ou de colère. Et le silence est sa seule bouée de sauvetage pour ne pas couler complètement. Elle se tait pour ne pas exploser, ou pour ne pas s'effondrer. C'est un mécanisme de survie archaïque, une carapace de tortue. Et vous, de l'extérieur, vous tapez sur la carapace en criant « Parle-moi ». Ce qui ne fait qu'inciter la tortue à rentrer la tête encore plus profondément. Il y a aussi une autre réalité neurologique que Cyrulnik aborde souvent, un concept clé pour comprendre ces silences qui durent des années, l'alexithymie. C'est l'incapacité à mettre des mots sur les émotions. Beaucoup de gens, surtout ceux qui ont grandi dans des familles où la parole était rare ou dangereuse, n'ont tout simplement pas le vocabulaire émotionnel. Ils ressentent une boule au ventre, une chaleur, une tension, mais ils ne savent pas si c'est de la tristesse, de la colère ou de la peur. C'est une analphabétisation du cœur. Quand vous leur demandez « Qu'est-ce que tu ressens ?», c'est comme si vous leur demandiez de vous expliquer la physique quantique en mandarin. Ils ne peuvent pas. Alors ils se taisent. Non pas pour vous cacher quelque chose,
mais parce qu'ils sont eux-mêmes des étrangers dans leur propre maison intérieure. Ce silence n'est pas une arme contre vous. C'est une infirmité dont ils sont les premières victimes. C'est là que nous arrivons au cœur du réacteur, à cette vérité cruelle qui risque de vous ébranler. Si le silence de l'autre est souvent une protection maladroite ou une incapacité, pourquoi est-ce qu'il vous détruit, vous, à ce point-là? Pourquoi ce silence vous empêche-t-il de dormir? La réponse est dure à entendre, mais elle est libératrice. Le silence de l'autre révèle moins ses sentiments que vos propres failles. Le silence agit comme un révélateur photographique. Il plonge la pièce dans le noir et fait apparaître ce qui était latent chez vous, votre insécurité fondamentale. Boris Cyrulnik parle souvent de la base de sécurité. Si vous avez une base solide, si vous avez intériorisé, enfant, que vous étiez aimable et que le lien ne se brise pas à la moindre tempête, le silence de l'autre sera agaçant. Certes, mais pas destructeur. Vous vous direz, il boude, ça lui passera. Mais si votre base est fissurée, si vous portez en vous ce qu'on appelle un attachement anxieux, alors le silence devient le monstre sous le lit. Il réactive une blessure d'abandon ancienne, primitive. Ce n'est pas votre conjoint ou votre ami qui vous fait mal en se taisant aujourd'hui. C'est le fantôme de toutes les fois où, petit, vous avez pleuré sans qu'on vienne vous consoler. Vous projetez sur ce silence vide une histoire d'horreur, je ne vaux rien, je vais finir seul. Vous devenez alors le complice involontaire de votre propre souffrance. En ne supportant pas le vide, vous le remplissez. Et avec quoi le remplissez-vous? Avec vos pires angoisses. Vous faites les questions et les réponses. Vous prêtez à l'autre des intentions qu'il n'a peut-être pas. Il pense que je suis nul, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Vous écrivez un scénario catastrophe et vous le vivez comme s'il était réel. C'est une forme d'hallucination émotionnelle. Le drame, c'est que cette réaction pousse souvent l'autre à se taire encore plus. C'est le cycle infernal du poursuivant et du distant. Plus vous courez après la parole, plus l'autre fuit dans le silence. Vous essayez d'ouvrir une huître avec un pied de biche. Non seulement vous n'aurez pas la perle, mais vous allez vous blesser et tuer l'huître. La vérité, c'est que nous cherchons souvent dans les mots de l'autre une réassurance que nous sommes incapables de nous donner à nous-mêmes. Nous voulons qu'il parle pour colmater nos brèches, pour faire taire cette petite voix intérieure qui nous dit que nous ne sommes pas assez bien. Nous utilisons l'autre comme un régulateur émotionnel. Et quand il se tait, quand il refuse de jouer ce rôle de béquille, nous nous effondrons. C'est injuste pour l'autre, et c'est tragique pour nous. Nous sommes face à une impasse relationnelle majeure. D'un côté, un mur de silence bâti sur la peur et l'incapacité. De l'autre, un bélier d'angoisse qui cogne contre ce mur. Comment sortir de là? Comment arrêter de saigner contre ce silence? Il ne s'agit pas d'apprendre des techniques de manipulation pour faire parler l'autre. Ça ne marche pas. Il s'agit d'opérer une transformation radicale de notre rapport au vide. Il faut apprendre à écouter ce que le silence dit vraiment. Et surtout, apprendre à ne plus avoir peur du noir. C'est précisément là que nous pouvons reprendre le pouvoir. Non pas le pouvoir sur l'autre car, soyons clairs, on ne change jamais les autres, on ne force jamais une huître à s'ouvrir, mais le pouvoir sur notre propre interprétation du monde. Pour transformer ce poison du silence en remède, il faut inverser la mécanique de notre cerveau. Il faut passer du statut de victime passive, qui attend la sentence, à celui d'observateur actif. Voici 3 clés concrètes, issues de la neuropsychologie de la résilience, pour arrêter de subir les silences et commencer à les habiter sereinement. La première clé est ce que Boris Cyrulnik appelle le remaniement de la représentation. C'est un outil cognitif puissant. Jusqu'à présent, votre équation automatique était « silence égale rejet ». C'est un réflexe pavlovien. Vous devez briser ce lien et le remplacer par une nouvelle équation « silence égale surcharge ». La prochaine fois que vous faites face à un mur, au lieu de laisser votre amygdale hurler au secours, il ne m'aime plus. Forcez votre cortex préfrontal à se dire « Tiens, il est en train de disjoncter ». Son système émotionnel est saturé, il a besoin de couper le contact pour ne pas griller. Ce simple changement de phrase change tout. Biologiquement, vous passez de la peur, qui vous rend agressif ou collant, à la compassion, qui vous rend calme. Vous ne voyez plus l'autre comme un bourreau qui vous prive d'amour,
mais comme une personne en difficulté qui essaie de reprendre son souffle. Cette distance émotionnelle est salutaire. Elle vous permet de ne pas prendre le silence personnellement. Ce n'est pas contre vous, c'est pour lui. La deuxième clé est la plus difficile, car elle demande de lutter contre votre instinct. Il faut arrêter de remplir le vide. C'est la technique du miroir calme. Quand l'autre se tait, votre réflexe est de parler plus, d'envoyer 3 messages pour relancer la machine, de demander qu'est-ce qu'il y a. C'est la pire chose à faire. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Plus vous mettez de pression, plus l'autre se sent envahi et prolonge son silence. Vous devez apprendre à offrir à l'autre un silence de sécurité. Si vous arrêtez de frapper à la porte, la personne de l'autre côté va finir par réaliser qu'il n'y a plus de danger. Elle va entrouvrir la porte par curiosité, puis par soulagement. Le silence partagé peut devenir un lien. Si vous êtes capable de rester assis à côté de quelqu'un qui se tait, sans rien exiger, sans soupirer, juste en étant là, contenant, vous lui envoyez un message puissant. Je ne suis pas effrayé par ton chaos intérieur. Je peux supporter ton vide. C'est souvent dans ce silence apaisé, et non dans les grands discours, que la confiance se retisse. Enfin, la troisième clé, et c'est la pierre angulaire de tout travail de résilience. Vous devez meubler votre propre maison intérieure. Si le silence de l'autre résonne si fort en vous, c'est parce que votre propre maison est vide. Vous attendez que l'autre vienne allumer la lumière, mettre de la musique, vous rassurer sur votre valeur. C'est une responsabilité trop lourde pour n'importe quel être humain. Personne ne peut être le garant permanent de votre bonheur. Il est temps de devenir votre propre tuteur de résilience. Cela signifie cultiver des activités, des passions, des liens qui ne dépendent pas de cette personne. Quand vous savez que votre valeur ne dépend pas de la réponse à un SMS, le silence perd son pouvoir de destruction. Il devient juste du silence. Un moment de pause. Vous n'êtes plus un mendiant d'attention qui attend qu'on lui jette une pièce. Vous êtes un partenaire autonome qui choisit de partager son temps. C'est cette autonomie qui est magnétique. Paradoxalement, moins vous aurez besoin que l'autre parle, plus il aura envie de vous parler. En fin de compte, comprendre le silence, c'est comprendre la musique de la vie. Boris Cyrulnik utilise souvent cette métaphore. La musique n'est pas faite que de notes. Si on jouait toutes les notes sans arrêt, ce ne serait pas une mélodie, ce serait un vacarme insupportable. La musique naît de l'alternance entre le son et le silence. Les relations humaines, c'est pareil. Le silence n'est pas la fin de la relation, c'est sa respiration. C'est l'espace nécessaire pour que le désir renaisse, pour que la pensée se forme, pour que l'autre puisse revenir vers vous non pas par obligation, mais par choix. Ce que le silence des autres révèle vraiment, ce n'est pas leur désamour, c'est notre commune fragilité. Il révèle notre difficulté à tous d'être des humains, coincés entre le besoin de lien et la peur d'être envahis. Accepter le silence de l'autre, c'est lui faire le plus beau des cadeaux. Le droit d'être imparfait, le droit d'être fatigué, le droit d'être, par moments, inaccessible. Et en lui donnant ce droit, vous vous donnez à vous-même le droit d'être en paix, que l'autre parle ou non. J'espère que cette plongée dans les non-dits vous aura permis d'entendre ce qui se chuchote derrière les murs. Si vous avez reconnu vos propres angoisses dans cette description, ne vous jugez pas. La prise de conscience est le premier pas vers la liberté. Vous n'êtes pas condamné à subir le silence. Vous pouvez apprendre à l'écouter comme une langue ancienne et sage. Si cette vidéo vous a aidé à dénouer ce nœud au ventre, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous, car nous avons encore tant de territoires de l'esprit à explorer ensemble. Et si vous voulez aller plus loin et comprendre comment solidifier votre base de sécurité pour ne plus jamais trembler face à l'indifférence, je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui s'affiche à l'écran. On y parle de l'attachement et de comment se réparer soi-même. Prenez soin de vous et souvenez-vous, même dans le silence, vous existez. À bientôt.